Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Ping, un podcast sur le leadership conscient. Bonjour Hélène. Bonjour Grégory. Comment tu vas? Très bien, merci. Alors j'ai le plaisir de recevoir Hélène de Thénault, qui dirige la HLU, qui est la Heart Leadership University. Et ensemble, on va parler de leadership conscient. Là, pour le coup, on est à fond dedans. Parce que pour le coup, on fait un peu tous les deux pas la même chose, mais en tout cas, on va dans le même chemin. J'aimerais comprendre peut-être d'abord, toi, ton histoire personnelle, c'est-à-dire comment tu es arrivé à la HLU et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, voilà, tout ce chemin que tu as pu parcourir dans différentes fondations et sur l'impact que chacune de ces fondations peut avoir. Si je raconte de manière vraiment courte ce parcours... Tu peux y aller. Si je commence au tout début, parce que finalement, c'est souvent ça le plus important. Moi, je suis née en Bretagne. On pourrait dire que ça n'a aucun lien avec le sujet du leadership. Et si, parce qu'en fait, selon là où on est né, nos racines, nos valeurs, ce qui est important pour nous, finalement, on va avoir un chemin professionnel et des convictions diverses. Et donc, en l'occurrence, moi, je suis née plutôt dans la nature en Bretagne et j'ai toujours eu cette idée que préserver la nature est essentiel pour le bien-être et pour notre économie. Et pas de chance, j'ai fait des études d'ingénieur. Je suis sortie ingénieur des ponts et chaussées, j'ai absolument pas fait de génie civil derrière. J'ai fait du marketing digital à Shanghai. J'ai travaillé dans l'industrie pétrolière chez Shell pendant 3 ans, dans une raffinerie. J'ai travaillé dans la finance à la défense. Ah ouais. Donc j'ai fait probablement les pires métiers en termes d'impact écologique et humain. Avec pourtant toujours une envie d'alignement personnel, sans trouver la façon dont, en tant que manager puis dirigeant, on peut être aligné. Et c'est là que, vers 2009, j'ai commencé à entrevoir un peu de lumière en me disant il y a quand même un sujet, c'est le changement climatique, parmi les grands défis du siècle qui vient. Et j'ai rencontré Jean-Marc Jancovici. Pendant 6 ans, j'ai été manager dans le cabinet Carbone 4, donc pour tenter d'informer et de décarboner les grandes entreprises du CAC 40 sans y arriver. Et ça a été ma première crise de lucidité sur le rôle d'un grand dirigeant ou le rôle d'un leader. Comment peut-il équilibrer en gros les priorités de développement de son entreprise avec des enjeux du bien commun et des générations futures? À l'époque, j'avais plus la question, mais aucune idée des solutions ou aucune idée des clés de compréhension. Et c'est ce qui m'a amené à me tourner progressivement vers l'économie sociale et solidaire d'abord et l'économie à impact, au groupe SOS pendant 4 ans. Puis vers l'univers justement de la philanthropie au service de cette transformation des leaders. Donc concrètement, en 2019, j'ai rencontré mon patron actuel, monsieur Jean-Noël Torel, qui est un entrepreneur assez visionnaire qui a créé une entreprise de dermocosmétiques il y a 45 ans, marque Bioderma, entreprise Naos, et qui avait déjà à l'époque, en 2019, donné tout l'actif financier de l'entreprise à une fondation spécialement créée. Et là, je me suis dit, ce monsieur, c'est quand même un grand fou, un grand original de se déposséder de tout le capital de l'entreprise. Et en soi, ça donne un signal fort de sa motivation à transformer le dirigeant, l'économie et l'entreprise vers le bien commun. Bref, tout ça fait que je me suis en même temps plongée dans un de ces projets complètement fous qui est créé donc cette université, Heart Leadership University, que je préside depuis l'année dernière, avec une envie, c'est de contribuer très concrètement à des nouveaux programmes éducatifs pour dirigeants au service d'une économie contributive et aussi en même temps à une recherche en profondeur en sciences humaines et sociales sur le leadership au service de la transition. On va revenir sur tout ça, mais comment on passe de Shell à Jancovici? Voilà. Moi, je pense réellement que pour pouvoir, en tant qu'ingénieur, agir sur un système complexe, et Dieu sait que nos systèmes économiques et humains sont complexes, il faut l'avoir connu et expérimenté de l'intérieur. À la fois pour le comprendre intellectuellement, mais aussi pour trouver l'énergie émotionnelle de changement. Et donc c'est bien les deux, j'ai envie de dire, quelqu'un qui serait seulement militant de l'extérieur peut-être à la colère, l'énergie, la joie pour changer un système, mais ne le connaît pas intimement, et donc connaître bien les déterminants, les modes de construction de ces entreprises, leur gouvernance, c'est aussi avoir des clés pour pouvoir reconfigurer l'économie différemment. Et sans doute qu'une des choses qu'on apprend quand on travaille dans ces entreprises, et je veux dire une chose qui est tellement bête mais en même temps essentielle, c'est que c'est pas des monstres. C'est-à-dire que les gens qui bossent à l'intérieur, parfois c'est des gens bien et qui ont l'impression de... Enfin oui, c'est souvent des gens bien d'ailleurs, et ils ont l'impression de faire du bien. Et en fait, il y a la question de qui est la personne ou comment elle se comporte en relation à autrui. Est-ce que c'est une personne qui a un peu d'éthique personnelle ou pas? Et puis il y a la question du projet d'entreprise auquel elle contribue. Et le monde est imparfait, c'est ce qu'on se disait en introduction.
Par contre, il est important d'arriver à essayer de dessiner quelques lignes rouges qu'on n'a pas envie de transpasser, de transgresser. Donc, je dis souvent que ce qui est difficile dans le monde professionnel, c'est de savoir ce qui est de l'ordre du compromis et ce qui est de l'ordre de la compromission. Ça suppose de bien se connaître soi-même et de connaître son système de valeurs. C'est pour ça que tu me demandais d'où je viens. Je te disais, à m'être confrontée à l'industrie pétrolière, je sais à la fois qu'aujourd'hui, on a besoin de la pétrochimie, par exemple, pour fabriquer des médicaments et pour énormément d'autres usages du quotidien. Et pour autant, c'est une industrie qui, dans sa façon de fonctionner aujourd'hui, est calamiteuse au plan écologique et humain. Donc, c'est ces paradoxes globaux et individuels qui nous interpellent sur qu'est-ce que c'est qu'être leader. Parce que le leader, il a potentiellement encore plus de responsabilités que le collaborateur ou l'usager, en fait. Et donc, je dirais que ça nous amène à une question sur la quête du Graal. Alors, c'est peut-être assez loin du concret au départ, mais finalement, c'est quand même ça, dans un parcours de vie professionnelle. C'est un peu comme une quête de Graal. On passe par plusieurs épreuves, le dragon, le château, la princesse à libérer. On essaye d'aller vers la coupe dorée, là, mais on ne sait même pas si elle existe. Peut-être qu'on la trouvera tout à la fin. Et je pense que ces grands mythes fondateurs, ils ont leur importance. C'est-à-dire que, là encore, à l'échelle individuelle, on se trouve plongé dans un monde où il y a énormément de structures héritées qui ont été construites avant nous et dont on ne peut pas porter toute la responsabilité. Et pour autant, elles ont besoin de changer. Et tu disais, en parcourant ton parcours, pardon pour l'expression, que dans les boîtes du CAC 40, c'était hyper difficile de changer. Qu'est-ce que tu as observé dans ces grosses structures, parce que c'est les plus grosses structures en France en tout cas, mais qu'est-ce que tu as observé dans ces boîtes ? Ben alors, justement, si j'étais un peu comme un scientifique qui regarde ces entreprises au microscope, là, les quelques points frappants, globalement partagés et documentés d'ailleurs par plein de travaux de recherche, c'est que, bien entendu, la plupart des très grandes entreprises, à l'exception des entreprises de services publics, sont cotées en bourse aujourd'hui. Et donc, en termes de forme de gouvernance, elles appartiennent à ce qu'on appelle, en anglais, le shareholder capitalism, le capitalisme actionnarial classique, et non pas au stakeholder capitalism. C'est-à-dire que structurellement, dans leur gouvernance, l'actionnariat est purement financier, que ce soit du petit porteur ou du fonds d'investissement, peu importe. Ce qui ne leur donne pas ni une écoute, ni une priorité aux attentes des parties prenantes. Donc, ces modèles de gouvernance du XXe siècle, du shareholder capitalism, sont obsolètes et en tant que tels, incapables de trouver le bon équilibre avec des enjeux de bien commun. Alors que pourtant, il existe d'autres formes d'entreprise. Donc ça, c'est le premier verrou structurel essentiel sur ces grosses boîtes, très grosses boîtes. Le deuxième, c'est que pour beaucoup d'entre elles, elles ont 10, 20 ans, 50 ans, 100 ans d'existence. Et là, on revient sur le poids de l'histoire, la question des structures héritées. Quand on est DG, CEO de ces boîtes-là, est-ce qu'on peut réellement faire une bifurcation alors qu'on a 50 ans d'histoire derrière nous, qui se traduisent par une culture d'entreprise, des actifs propriété intellectuelle, brevets, usines, qu'on doit valoriser jusqu'au bout. Et donc c'est très difficile de dire j'arrête de faire ça, je renonce, puisque d'un point de vue financier et d'un point de vue de rationalité économique, ça ne fait pas sens d'arrêter trop vite. Donc ce sont des structures qui ne peuvent pas démanteler les actifs pourris. C'est comme ça qu'on les appelle. Et enfin, le troisième verrou, il est complètement d'un autre niveau. Il est d'un niveau sociologique. Quelles sont les normes sociales et les imaginaires du leader désirable dans ces boîtes-là. Donc ils sortent tous à peu près, en tout cas en France, de la même fabrique des leaders, grandes écoles, Sciences Po, ENA et d'autres. Et il serait très difficile, voire impossible, pour l'un d'entre eux de se singulariser par des décisions extrêmement rupturistes. Non seulement il serait en difficulté avec ses actionnaires, et probablement évincé assez rapidement, et c'est arrivé à certains. Et d'autre part, il serait aussi le week-end exclu par son groupe social qui lui dirait « mais t'es beaucoup trop révolutionnaire » ou « qu'est-ce que t'es en train de faire ?» Donc, c'est ce qui amène à la question du rôle déterminant du leader. Qu'est-ce qu'on consent à faire ? Je reviens à ça. Quels sont les compromis qu'on peut faire et à quel point on est soit dans la compromission, soit même dans la faillite morale. Bref, moi, après 6 ans de CAC 40, le mot que j'ai fini par mettre dessus, c'est quand même la faillite morale des élites. Et c'est pas un jugement de valeur, c'est plus un constat qui est documenté par finalement les impacts concrets de ces entreprises telles qu'on peut les mesurer aujourd'hui d'une part, et puis par des travaux passionnants sur la psychologie des dirigeants, que j'adore, notamment ceux des universités de Ulm et de Copenhague, qui ont beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle le dark factor.
les traits obscurs de personnalité des dirigeants. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une révélation, mais une révélation qui a quand même 10 à 15 ans dans la recherche, qui est que dans les hautes positions de pouvoir politique, pouvoir économique, on trouve une surreprésentation de traits obscurs de personnalité. Psychopathie, machiavélisme, sadisme, égoïsme, cupidité, et j'en passe. Donc, ils nous écoutent, ils sont ravis. Ils nous écoutent. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de dire que 100% d'entre eux ont des profils psychologiques déviants, mais il y a une surreprésentation de ces profils-là dans des positions de pouvoir. Et donc, on ne peut raisonnablement pas espérer que ces entreprises arrivent à prendre une trajectoire plus contributive. Donc, tu penses que, pour les gens qui nous écoutent, qui bossent dans une boîte côté au CAC 40, que c'est un peu peine perdue, le truc, c'est qu'elles devront bien se transformer un jour. Et à un moment donné, elles vont devoir se transformer d'une manière ou d'une autre. Parce que... Alors, c'est une vaste question. Peut-on faire la transformation de l'intérieur ? Peut-on créer d'autres entreprises qui répondent mieux à un besoin ? Je vais donner un exemple récent. Les très grosses difficultés de Orpea dans le secteur des seniors. Bien sûr. Orpea avait misé au-delà du raisonnable sur la performance financière, la marge et la compression des coûts, et donc avec une forte dégradation de la qualité de service, voire de la maltraitance. Et bon, voilà. Oui, pour dire le moins. Pour dire le moins. Alors qu'il est possible de faire émerger d'autres acteurs dans ce secteur-là, je pense à l'Envie, par exemple, qui a été cofondé par Guillaume Desnaux. Que j'ai reçu d'ailleurs. Voilà, qui est venu dans le podcast. Et donc on peut apporter un service qualitatif de manière tout à fait nouvelle, radicalement différente, avec une équation économique qui tient debout. Mais là, à nouveau, avec un modèle de gouvernance différent, avec une composition de l'actionnariat différent, avec une offre différente et avec une formation des collaborateurs. Donc ça suppose un effondrement des très grosses structures. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui pourrait se passer dans l'avenir si on pensait à une reconfiguration ou à des effondrements ? Il y a un historien anglais passionnant qui s'appelle Toynbee, qui dit « Les sociétés meurent par suicide et non par assassinat ». Dit autrement, les tentatives de contre-pouvoir externe ne sont même pas forcément nécessaires, c'est-à-dire que quand quelque chose devient obsolète ou non viable, il s'effondre. Voilà, Orpea peut en être un exemple. Sur d'autres grandes entreprises qu'on connaît aujourd'hui, on se demande mais où sont les contre-pouvoirs ou quand est-ce que ça pourrait s'effondrer ou être transformé par autre chose ? Et je pense qu'il y a 2 causes majeures à ces reconfigurations. Une cause physique, pénurie de ressources naturelles, par exemple, ou écosystèmes dysfonctionnels, ou attaques sur les infrastructures. Et puis des causes culturelles qui est le consommateur, les collaborateurs, les parties prenantes ne veulent plus. Bon. Et aujourd'hui, sur beaucoup de sujets, on n'y est pas du tout. On voit, par exemple, l'explosion de la fast fashion. Il y a toujours de plus en plus de gens à se ruer sur ces produits-là. Donc, potentiellement, pour moi, le défi, il est, bien sûr, d'adresser la strate spécifiquement des leaders d'entreprises grosses ou surtout moyennes et petites, et ça, on va y revenir. Et deuxièmement, de ne pas déserter complètement le domaine culturel, qui est quels sont les idéaux, les référentiels culturels qu'on porte. Qu'est-ce que tu penses de l'assassinat à New York, enfin tu es à Manhattan, de ce patron de boîte d'assurance ? Alors, structurellement, je préfère toujours l'action non violente. Je vais dire comme ça. C'était violent pour le moins. C'était pour le moins violent. Je pense pas qu'il soit nécessaire de passer par le meurtre pour arriver à un résultat. Je pense qu'il est utile et nécessaire de trouver des façons de mettre hors d'état de nuire certains profils particulièrement toxiques, mais qu'il vaut mieux essayer de le faire soit par la voie légale quand elle est praticable, mais on reviendra peut-être sur l'idée du droit du plus fort et est-ce que le contexte, la justice, la loi le permet, ou là encore par la désertion, c'est-à-dire le fait que les collaborateurs, les clients, les parties prenantes osent voter avec leurs pieds. Et ce qui nous manque aujourd'hui crucialement, c'est le courage. C'est le courage d'être aligné avec ses valeurs et de prendre des décisions cohérentes. Mais ce qui est compliqué au niveau des individus, si on va par là, c'est l'économie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même manger, se loger. Et pour ça, il faut avoir un travail. Et souvent, et moi-même, tu vois, qui suis indépendant, les boîtes qui ont de l'argent, c'est plutôt les boîtes auxquelles tu fais référence. Donc du coup, c'est compliqué parce que... Alors, la question, c'est ça, c'est quelle est son équation personnelle entre des motivations égoïstes
dans un sens non connoté, qui est de dire se servir d'abord et avoir une aisance financière suffisante pour soi, sa famille, et des motivations plus altruistes et relationnelles. En gros, quand même, la recherche montre qu'on est heureux dans la vie quand on fait un peu les deux, qu'on trouve un équilibre pas trop mauvais, ou en tout cas, on n'a pas une prépondérance seulement du financier. Je vais donner 2 exemples pour être plus concret, de dirigeants qui ont participé à notre parcours du cœur aux actes, toujours avec cette idée qui est l'intention c'est bien, mais la réalité c'est mieux. Alors, je vais d'abord parler d'un dirigeant que j'aime beaucoup qui s'appelle Michel Meunier, qui est dirigeant d'une entreprise de serrurerie-menuiserie dans l'Oise. On va dire, ça c'est un métier BTP, c'est un domaine très réglementé en plus, on ne fait pas n'importe quoi dans le BTP, les pratiques ne sont pas toujours fantastiques. Comment lui peut-il se singulariser au plan écologique et au plan social sans pour autant mettre en risque son business? En plus, ses clients sont principalement des bailleurs sociaux, donc des réponses à appels d'offres publics. On a fait une étude de cas sur Michel Meunier, qui est d'ailleurs en ligne sur notre chaîne YouTube, pour justement documenter le courage d'être soi et les choix qu'il a faits. Alors, en gros et en synthèse, pendant le Covid et après le Covid, certains bailleurs sociaux n'ont pas voulu relever le prix qu'il avait pour son marché d'installation de fenêtres ou de boîtes aux lettres, alors que les coûts des matériaux avaient explosé et qu'il y avait eu énormément de délais sur les chantiers. Et donc, ça mettait son entreprise en risque. Et donc, ses salariés en risque, puisqu'il aurait bien dû, à la limite, en licencier au bout d'un moment. Bien sûr. Michel a dit « Ce sont des pratiques inacceptables. Je décide d'arrêter de travailler avec ses clients. » Ce faisant, il a perdu 60% de son chiffre d'affaires. Son comptable lui a dit « Mais Michel, tu es fou. » Oui, c'est ce qu'on aurait tendance à penser. C'est ce qu'on aurait tendance à penser. Sauf que ça a été un excellent choix parce que, en ayant expliqué, été présent dans la presse locale sur ce qui lui était arrivé, pourquoi lui voulait défendre un prix équitable pour son service, pourquoi c'était important de développer par exemple une offre de seconde œuvre, de seconde main dans le BTP, il a pu mieux faire connaître son offre à lui, et certains autres bailleurs de la région ont signé des marchés avec lui. Et donc au finalement il a une entreprise beaucoup plus saine, où il arrive à facturer le vrai prix d'une installation qualitative. Bon. Mais il a fallu une sacrée dose de courage, certains diraient de témérité, pour faire ça. Et ce Michel Meunier, on n'est pas à son premier coup, il a été président du CJD, le Centre des jeunes dirigeants, de 2010 à 2012. Et il a lui-même, au fond de lui-même, des valeurs très fortes, humanistes, et une colère qui est une énergie pour l'action. Donc ça va m'amener à pourquoi un dirigeant prendrait-il des risques ou des décisions fortes de ce type-là? Parce qu'il est mu par des motivations intrinsèques qui dépassent largement la viabilité de la boîte ou le positionnement tactique. Je vais donner un deuxième exemple, celui de Cyril Vu, que tu connais, je crois, qui est donc président de Seabird, belle entreprise du conseil dans le secteur banque et assurance. Cyril aussi est quelqu'un qui a des convictions personnelles et qui essaye de s'aligner corps, cœur, esprit, entre ce qu'il sait intellectuellement, rationnellement de son marché et des contraintes de son marché, ce qu'il ressent et ce qu'il fait. Alors, il a détaillé déjà quelques exemples concrets. Évolution de gouvernance de son entreprise. Passage entreprise à mission, fondation actionnaire minoritaire, évolution de l'offre, changement dans l'organisation RH de l'entreprise, et via sa fondation, financement de plusieurs projets superbes sur l'assurance inclusive et l'inclusion dans les métiers de l'assurance. Et également une étude sur la comptabilité en triple capital dans les métiers de l'assurance. Donc, il a activé, là encore de manière très pragmatique, plein de chantiers très concrets qui font sens dans le monde économique dans lequel on vit. Alors, tu es allé un peu vite parce qu'on n'a même pas présenté la HLU. Je vais revenir là-dessus. Ouais. Mais tu peux nous expliquer ce que c'est exactement? Alors, cette association HLU, c'est un peu un ovni dans le paysage de l'éducation des dirigeants. Et c'est volontairement un ovni. Jean-Noël Torel, donc mon patron actuel, est l'initiateur, l'inventeur de cette université. Il y a maintenant presque 10 ans, il avait écrit une note de concept stratégique de 2 pages en disant plusieurs choses. La première, c'est au XXIe siècle, on a 3 nouveaux défis. Les effondrements écologiques, l'explosion des inégalités et les usages déviants de l'intelligence artificielle. Face à ces 3 défis, je ne veux pas rester bras ballants, je veux révolutionner l'éducation des dirigeants, qui aujourd'hui est très largement dans un modèle du XXe siècle, un modèle Harvard, Executive MBA,
dans lesquels on apprend aux dirigeants des compétences classiques de bons communicants, de financiers, de marketeurs, mais on ne leur développe pas l'intelligence du cœur. Bon. Et donc, il avait l'intuition et la conviction que ce dont les dirigeants ont besoin maintenant, c'est l'intelligence du cœur que nous, on définit par intuition, empathie, courage. Et donc, en 2019, il m'a dit « Hélène, débrouille-toi avec cette note de concept. Je veux créer un ovni dans le paysage de l'éducation des dirigeants. Et pour que ce soit un ovni, par son statut même, c'est un ovni, on crée une association d'intérêt général à caractère éducatif et scientifique. Donc, pas une grande école, parce que les business schools sont empêtrés dans les ratings, dans le financement par des acteurs privés. Pas un organisme de formation lucratif, parce qu'on ne veut pas faire de la marge et du volume sur l'éducation. On crée une asso d'intérêt général dans le domaine de l'éducation des dirigeants. Ça n'existe nulle part ailleurs à ma connaissance. Je serais content d'en rencontrer s'il y en a d'autres. Et donc, on lui a donné 3 piliers à cette association. 1, éducation des dirigeants en poste, principalement de PME et de TI. Et je reviendrai sur ça, pourquoi cela. Et aussi format court et éducation auprès de jeunes futurs dirigeants, en partenariat avec des grandes écoles ou d'autres structures. 2e pilier, la recherche. Aujourd'hui, on a vu fleurir plein d'initiatives sur l'éducation des dirigeants qui, selon moi, ne sont pas toutes assises sur des fondamentaux solides en matière de recherche sur le leadership. Donc on a mis énormément de temps, de moyens et de partenariats sur la recherche, sur le leadership et les relations. Et je vais, si tu en es d'accord, tout à l'heure, raconter un peu ce qu'on a fait. Pour moi, c'est vraiment fondamental cette assise sur la recherche, sur ce qu'on sait déjà sur le leadership et les relations, sur les sciences humaines et sociales appliquées aux leaders et à la transition des organisations. Et 3e pilier de cette association, c'est son rôle de mise en débat et d'influence dans le paysage du leadership. Donc ça peut être des tables rondes, des conférences, des podcasts, mais aussi différentes façons pour nous d'essayer d'influencer sur les imaginaires et les pratiques du leadership. Par exemple, on avait soutenu une web-série qui s'appelle Du cœur aux actes. On a aussi développer donc des formats courts, des vidéos, des études de cas pour être aussi concret que possible, donc des vidéos plus pédagogiques, pour autant que possible, pas seulement outiller les dirigeants, mais aussi agir sur la strate culturelle dont je parlais tout à l'heure. C'est quoi la place de la culture dans les entreprises et l'impact qu'elle peut avoir sur la transformation d'organisation ? Alors, c'est le fond de l'iceberg invisible et pourtant essentiel. Alors, on pourrait en dire énormément, j'ai pas assez de temps pour ça, mais ce que je pourrais partager, c'est 3 choses. Une clé de lecture sur la sociologie des imaginaires dans le monde de l'entreprise et du leadership. Une clé de lecture sur les systèmes de valeurs sous-jacents à nos actions. Et une clé de lecture sur la métamorphose de la culture et des organisations. Alors, je vais les prendre dans cet ordre-là. Il y a 2 ans maintenant, on a fait une étude sur la sociologie des imaginaires avec le cabinet Eranos et c'était vraiment passionnant. On a fait un panel de jeunes, on a cherché à documenter le fait que les jeunes ou les jeunes futurs leaders auraient une autre vision du leader désirable. C'est souvent ce qu'on entend. Statistiquement, c'est assez faux. On aimerait bien se réconforter en se disant la génération d'après va le faire. C'est ça, mais en fait non. En fait, on a pu observer et documenter que, bien entendu, les mutations culturelles sur ces sujets peuvent être assez lentes, notamment en raison d'un fait marquant qui est mon imaginaire de ce qu'est un leader désirable est largement corrélé à mon papa. Oui. Et pas aux influenceurs des réseaux sociaux, pas à ce que me dit la presse, pas à ce qu'on me dit dans les grandes écoles. Et donc, l'évolution de ces modèles culturels du leader désirable, elle est lente. Elle se fait sur plusieurs générations. Donc il y a une répétition en fait du leader désirable dans ces archétypes qui peuvent être le leader guerrier, le bon patron de PME proche. Donc à chacun son propre imaginaire en fait. Ça veut donc dire que pour toute entreprise, la compréhension, là encore, de qu'est-ce que c'est que la culture d'entreprise, elle est aussi très liée à qu'est-ce que c'est que ce leader désirable. 2e chose, les systèmes de valeurs. Et alors ça, je pense que c'est vraiment le tabou total dans les entreprises qui, pour autant, placardent des valeurs corporate en haut. On placarde des valeurs corporate pour surtout ne pas avoir à s'exposer
à se mettre à nu, j'ai envie de dire, sur nos valeurs individuelles. Voire même, on espère que les collaborateurs vont endosser des valeurs qui ne sont pas les leurs, ce qui n'arrive jamais. Donc on a fait un boulot passionnant avec Karine Dartic-Pérou, qui a fondé l'Observatoire des valeurs, pour justement à la fois diagnostiquer les systèmes de valeurs des dirigeants qui suivent nos parcours éducatifs, pour voir s'ils sont atypiques par rapport aux dirigeants lambda, et aussi aider des dirigeants à mieux travailler, à comprendre les perspectives de valeurs des autres. Déjà, connaître les siennes, c'est bien. Oui. Être capable de comprendre que tout projet ne se fera que s'il y a une intersection de valeurs, c'est mieux. Et en fait, c'est là que ça coince bien souvent. C'est-à-dire qu'un dirigeant, qu'il soit très conservateur ou qu'il soit très progressiste, très humaniste, va vouloir parfois imposer son agenda et sa vision à 100, 2000, 200 000 personnes qui n'auront pas les mêmes valeurs. Et donc, là où je parlais de tabou d'une part et de fond de l'iceberg, c'est qu'il va y avoir des blocages, des ralentissements des projets, des impasses, des projets qui démarrent puis qui s'arrêtent, parce qu'au fond, on n'a pas pris le temps de comprendre quels étaient les systèmes de valeurs des personnes qu'on veut mobiliser. Là encore, qui peuvent être l'interne, qui peuvent être les clients, etc. Bien sûr. Donc, voilà. Donc ça, pour nous, c'est essentiel de dire qu'il n'y a pas de transition vers une économie contributive si on ne devient pas agile, gymnaste, j'ai envie de dire, avec son système de valeurs et celui des autres. Et qui comprend aussi le fait de arriver à écouter l'autre et respecter son système de valeurs différents. Alors, on a plein d'exemples dans l'actualité sur ça, qui est comment peut-on écouter et respecter quelqu'un qui a des valeurs très différentes. Et puis, le troisième point, c'est la question de la métamorphose. Parce qu'on part d'un état donné d'une entreprise, et si on est dirigeant, on a éventuellement envie de la faire évoluer. En fait, la métamorphose d'une organisation, c'est complexe, puisqu'une organisation, c'est comme une organisation vivante, comme un corps vivant, c'est complexe. On a confié une étude géniale à Marie-Christine Villagordo, qui était directrice de l'innovation chez Orange, qui maintenant est à son compte, en sociologie du lien. Et si je le fais court et de manière très vulgarisée, la question c'est qui influence qui ? Est-ce qu'un dirigeant a le pouvoir d'influencer ses collaborateurs et ses clients, ou est-ce que c'est la société qui influence le dirigeant ? En fait. Parce que c'est un peu un peu des deux, bien sûr. Alors, c'est ce qu'on appelle les phénomènes de résonance. Et c'est Hartmut Rosa, pour ceux qui adorent la théorie. Bon. Et donc, étudier in situ, j'ai envie de dire comme des papillons dans un laboratoire, la métamorphose de dirigeants et de leur entreprise, c'est génial. C'est ce qu'on est en train de faire avec Marie-Christine Villagordo, et on va livrer une étude à fin juin là-dessus. Marie-Christine, d'ailleurs, a sorti son deuxième livre que je vous recommande, qui s'appelle « La métamorphose humaniste en marche ». Ça vient de sortir, c'est vraiment génial. Donc ça, c'était sur ta question sur la culture. Il ne faut pas, je pense, minimiser l'inertie collective et individuelle, bien sûr, pour la raison que j'évoquais. Ne pas penser qu'un enthousiasme collectif va suffire, c'est très fragile, parce que c'est de l'ordre de la motivation extrinsèque, et on a besoin de travailler sur les motivations intrinsèques des personnes qui sont reliées à leurs valeurs, à elles. Et enfin, les ingrédients de la métamorphose. Alors comment on fait ça ? Comment on crée les conditions de l'ambition, ou en tout cas de la joie interne ? Alors, c'est ce qu'on s'efforce de faire et de documenter, nous, depuis 3 ans, chez HLU. Donc je vais rentrer dans le cœur du réacteur un peu. On a designé en 2021 un parcours pour dirigeants qui s'appelle Du cœur aux actes, de 18 mois. 2 jours tous les 2 mois. On pourrait dire c'est long, c'est lourd. Alors, c'est pas tellement plus qu'un exec MBA en réalité, en quantité. Pourtant, dans les ingrédients, on a mis d'autres choses. C'est-à-dire que les modules, ils sont pas dans des salles de classe, ils sont toujours in situ. On va à la rencontre de dirigeants dans leurs entreprises pour s'immerger dans leur monde, les sentir, les renifler, s'identifier ou non, et ressentir émotionnellement l'énergie que cette personne dégage et l'énergie que l'entreprise dégage. Et ça nous fait des études de cas qui sont beaucoup plus riches que sur papier, bien entendu. Bien sûr. Et surtout, ça déclenche plus l'action, puisqu'on en parlait tout à l'heure. On agit, en général, uniquement quand ça touche des valeurs profondes, voire quand on est en état d'urgence psychique, qui est « si je le fais pas, je dors plus la nuit ». Voilà. Donc on essaye de déclencher ça chez les dirigeants qui participent à nos parcours, puis on essaye de les outiller sur les gros leviers de la transformation. Modèle de gouvernance innovant et pionnier avec Profil, donc Geneviève Ferron et Virginie Segers. Comptabilité innovante en triple capital, qui sont les boussoles et les métriques. Éthique du dirigeant, mes lignes rouges, comment on traite des dilemmes éthiques.
enjeux planète, comment combiner limites planétaires et économie, et courage d'être soi, qui est le module qui est au milieu du parcours, qui est un module essentiel parce que beaucoup de dirigeants d'entreprises de 40 ou 50 ans ont besoin de faire un petit chemin vers leur vrai moi et de se débarrasser de leur faux self. Voilà. Donc le masque social, la réussite, le machin, de prendre tout ça à distance et de se demander qu'est-ce qui fait que dans 20 ans, ils seront contents de ce qu'ils ont accompli sur Terre et qu'ils se diront qu'ils ont été des bons ancêtres. Bon. Et troisième ingrédient dans le gâteau, c'est le travail entre pairs dans un petit groupe resserré de 10-12 participants pour qu'ils s'entraident eux-mêmes à transformer leurs entreprises. Comment on fait pour trouver ce courage de... Ouais, tout le courage auquel tu fais référence, parce qu'en fait, au final, tu te dis, ces dirigeants-là, ils ont du courage d'une certaine manière, parce qu'ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Enfin, souvent pas par juste leur nom, hein, par du travail, voilà. Sans doute parfois en prenant des décisions compliquées. Néanmoins, le courage auquel tu fais référence, c'est un courage qui va à l'encontre des imaginaires collectifs, en particulier autour du succès. Comment tu fais ce chemin-là ? Alors, beaucoup de personnes, de toute façon, expérimentent cette fameuse crise de sens qui, chez les uns, est la quarantaine ou la cinquantaine, dirigeants à succès ou pas. Pas tous. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'évolution, la maturité psychosociale des individus chez Erikson, qui on a chacun un chemin de vie, et on passe plus ou moins vite certaines étapes de maturité. Donc déjà, cette réflexion sur le sens de ce qu'on veut léguer et transmettre de bien dans le monde, et pas juste du patrimoine, arrive ou n'arrive pas. Bon, alors nous, chez HLU, on accompagne des dirigeants qui sont en recherche du comment je peux le faire. Plutôt que de déclencher une crise de lucidité personnelle sur, mais au fond, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie ? Ça, je pense que ça vient ou ça vient pas chez les personnes selon les fondamentaux et leur parcours de vie, notamment. C'est ce qu'on documente avec Laetitia Ménard, qui est une chercheuse géniale en sociologie des parcours. Je parlais tout à l'heure de Michel Meunier ou de Cyril Vaux, d'autres. On a souvent constaté que des dirigeants assez matures, souhaitant orienter leur aventure vers le bien commun, sont des dirigeants qui ont eu parfois une enfance très difficile, sur lequel ils ont dû se battre pour se construire, et ou des événements de vie difficiles qui les ont confrontés à ce qui est vraiment important. Bon, si on part du principe qu'on s'adresse à des personnes qui ont un peu compris ce qui est important dans la vie, l'amour d'autrui, prendre soin, la modération, l'équilibre, l'harmonie, le temps, on va les outiller à essayer de les aider à faire ça. Évidemment, si on est en face de profils qui sont dans la quête de toujours plus, on va d'abord devoir les amener sur un terrain plus psychologique. Je reviens à ça. Donc, soit on a des profils déviants sur lesquels ça n'est pas l'expertise de HLU de les accompagner, soit on a des profils qui ont besoin d'un accompagnement en maturité et questionnement, et on peut les accompagner par des personnes de notre écosystème. Mais le prérequis pour moi, c'est quand même ça, et c'est pour ça que nous, nos parcours s'adressent à des dirigeants un peu matures, en âge et en maturité psychosociale. Comment tu t'assures de la maturité du dirigeant ? Parce qu'en fait, justement, tu disais tout à l'heure, parfois on prend des leaders, enfin on prend des politiques, on ne les connaît pas. Non. Alors oui, merci, tu m'ouvres un boulevard pour parler aussi de biologie du leadership et pas seulement de psychologie ou de maturité des leaders. On vient de lancer avec l'OERC une étude géniale où on va publier dans les semaines qui viennent plusieurs fiches sur la biologie du leadership, qui est un sujet glissant, voire tabou, qui est de dire, est-ce qu'on est leader ? On est NAIT. Est-ce qu'il y a des déterminants biologiques au leadership, génétiques, physiques ? Eh bien, on a demandé à Chloé de faire un état de l'art de ce que dit la recherche, pour justement apaiser les discussions houleuses sur un tel est né leader. C'est ça. La recherche, quand même, tend à montrer quelques faits et tend aussi à dire que certains trucs ne sont pas justifiés et pas valables. Donc, ce que la recherche semble montrer, c'est que quand on connaît peu les personnes, on va confier le leadership d'un groupe à quelqu'un qui a des traits physiques qui nous semblent être les traits d'un leader, et que ces traits sont grosso modo des traits de visage masculin, parfois une grande taille, une expression corporelle donnée, qui nous rassure sur le fait que cette personne va être un bon leader pour le groupe. Avec les femmes ? Ça peut être des traits masculins sur une femme. Donc c'est plus la forme du visage, la mâchoire, donc des traits qui donnent une impression masculine. Qu'à l'inverse, dans des situations où on va chercher à des profils qui vont être bons dans la coopération ou le soin, on va prendre des dirigeants avec des traits féminins.
Voilà. Mais très souvent, pour mener la guerre économique, on va donc prendre des gens avec des traits masculins. Là encore, quand le processus de choix est fait de manière courte, rapide, sur la base de ce qu'on voit. Bien sûr. Quand, heureusement, par exemple, un dirigeant est issu de l'interne d'une entreprise, il y a plus de chances qu'il soit aussi sélectionné sur la base de compétences en tant que dirigeant, ce qui m'amène à parler des 4 grandes compétences clés d'un leader, 4 rôles clés d'un leader. Un leader, si on se réfère au leadership animalier, il a 4 rôles principaux. La régulation des conflits internes, éviter que les chimpanzés se cassent la tête en permanence. La régulation des conflits externes, aller taper la tribu d'à côté quand il faut. L'approvisionnement en ressources quotidiennes, la nourriture et l'eau. Et l'orientation du groupe vers une nouvelle direction. Par exemple, il n'y a plus à manger ici, on va se déplacer par là-bas, c'est moi qui décide où on va. Eh bien, quand on regarde bien ce que fait aujourd'hui un dirigeant d'entreprise, il a assez largement aussi ces 4 rôles-là. L'interne, l'externe, le marché compétitif, l'orientation stratégique, si possible prospective, qui est je comprends le monde qui vient et je sais orienter, et la sécurisation du steak pour tout le monde. Mais d'ailleurs, on fait souvent référence au mâle alpha. Alors d'abord, on ignore les femelles alpha, mais aussi on a mal compris ce que c'était qu'un mâle alpha, parce que le mâle alpha, c'est vrai qu'il y a de la force chez les chimpanzés. Alors là, je prends les chimpanzés parce que c'est l'exemple que tu prends. Mais aussi, il est là pour la cohésion du groupe. S'il y a une mère qui disparaît, qui meurt, et qui a un bébé, il va prendre soin du bébé. Donc il y a plein de choses. En fait, dans le leadership animalier, les chefs sont là pour assurer la survie de l'espèce. C'est ça. Et donc il faut relier ça aux enjeux de biologie évolutionniste. Et ça sera l'objet d'une de nos fiches qui est, si on regarde l'espèce humaine, est-ce que nos leaders économiques ou politiques actuels contribuent à la survie de l'espèce. Non. Et voilà. Alors, chacun son point de vue, mais effectivement, en raccourci, on peut dire que des patrons de grandes entreprises, par exemple très émissives en CO2, ou des patrons de grandes entreprises de la tech, avec toutes les conséquences humaines, sociales, géopolitiques de la tech, ne contribuent pas forcément à la survie de l'espèce. En tout cas, c'est pas du tout écrit. Non. Et c'est ce qui nous interpelle, qui est comment se fait-il qu'au sein de l'espèce humaine, on met en situation de leadership des profils qui peuvent être extrêmement destructeurs. On l'a déjà fait dans l'histoire, on continue à le faire. C'est une bizarrerie, j'ai envie de dire une particularité de l'espèce, qui est très documentée dans Biologie du pouvoir, qui est un excellent bouquin de Jean-Didier Vincent, et qui parle d'ailleurs aussi du leadership féminin, en disant qu'il y a peu de femmes qui accèdent à des positions de pouvoir, et quand elles y arrivent, en général, c'est par leur puissance intellectuelle, plus que par leur domination physique, typiquement. Ce qui est intéressant aussi comme constat sur peut-on imaginer qu'un leadership au féminin règle les problèmes ? Je ne suis pas bien sûre. Bon. Donc tout ça pour dire que sur les déterminants du leadership aujourd'hui, on est en droit d'être préoccupé sur ce qu'on voit, c'est-à-dire que, et au plan psychologie du leader, dark factor élevé, et au plan biologie du leader, la façon dont biologiquement certains leaders arrivent au pouvoir plus facilement que d'autres, ou nous, on est des followers de tel leader parce qu'on reconnaît tel ou tel trait, peut-être qu'on fait erreur. Voilà, peut-être qu'on fait erreur et c'est ce qui nous motive chez HLU pour dire si aujourd'hui, de manière majoritaire, ce sont ce type de leaders qui sont aux manettes, nous, HLU, on essaye de contribuer à outiller, démultiplier le nombre de leaders qui font autrement. Mais alors quand un Elon Musk, qui s'érige quand même comme modèle pour plein de gens, nous fait un salut nazi et les tout sauf dans le Caire, quel exemple ça te donne aux autres entrepreneurs ? Est-ce que ça n'a pas un impact ? Je pense qu'on vit une page d'histoire hyper intéressante et compliquée. Et que, justement, il est utile et nécessaire de regarder ça, ces faits du jour, pas seulement au prisme de l'éthique individuelle, pas seulement au prisme géopolitique, mais aussi au prisme psychologie des dirigeants et au prisme biologie évolutive que j'évoquais à l'instant. Si on prend un peu de champ comme ça, si on prend un peu de champ scientifique, on regarde ça d'un peu plus loin pour d'ailleurs mieux respirer, l'énergie que ça peut donner, c'est de ressentir, et je pèse mon mot, c'est pas de penser, c'est de ressentir que ceci n'est pas ce qu'on souhaite à nos enfants ou à nos petits-enfants, et que donc, munis de ce ressenti, on a plus d'énergie pour agir autrement. Je donne un exemple. On a fait une étude de cas toute récente sur Samuel Leport,
qui est le fondateur d'une messagerie qui s'appelle Tribal. Tribal, c'est une messagerie made in France, indépendante, capitalistiquement, plus écologique, avec une messagerie extrêmement frugale et documentée, et qui protège les données des individus. On va dire c'est la solution magique, comment se fait-il qu'on ne l'utilise pas, etc. Alors évidemment, ils sont tout petits, ils n'ont pas des moyens de communication aussi forts, et faire une brèche dans un oligopole installé, c'est compliqué. Mais quand on regarde en fait ce qui s'est toujours passé dans l'histoire, c'est que les germes du futur sont toujours là, y compris pendant les pages sombres. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que si les imaginaires dominants, que les sociologues appellent les imaginaires diurnes, des grands champions de la technologie, ou des grands technosolutionnistes, ou des grands leaders guerriers sont là, c'est les imaginaires dominants, en même temps, il y a ce qu'ils appellent les imaginaires nocturnes, c'est-à-dire des petits héros, des petits champions peu visibles, mais qui sont déjà là. Donc, ce que ça devrait inciter à faire, c'est de dire, donnons la parole, et utilisons aussi ces nouveaux outils, ces nouvelles entreprises, qui sont déjà là, en fait, mais beaucoup plus vite, beaucoup mieux. Mettons-nous en coalition. Alors, il y a déjà eu 50 tentatives de mouvement d'économie humaniste, hein, c'est pas nouveau, qui est sous-financé. Donc, ça pose la question des rapports de force qu'on ne peut pas éluder. Toutefois, moi, ce que je vois en ce moment, c'est des frémissements. Je pense à Ecosia, notamment, qui a signé un partenariat avec Quant pour développer un moteur de recherche indépendant de Ping. Bon, donc il y a des frémissements dans le monde du numérique européen qui sont hyper intéressants. Une des questions que j'avais, évidemment, c'est... Enfin, dans toutes ces entreprises que tu as vues à la HLU, d'abord, pourquoi te concentrer sur les PME et les ETI, mais aussi, c'est quoi les techniques qui marchent? Parce qu'en fait, au final, pour les gens qui nous écoutent, ils doivent se dire, oui, mais ok, tout ça c'est conceptuel, je comprends, c'est important, mais bon, il y a une réalité économique, moi dans mon groupe c'est différent, vous comprenez pas, parce qu'en fait... je sais pas, pour X, Y raison, le chiffre d'affaires a baissé, les marges en particulier ont baissé. Si on fait ça, on prend un risque de ne pas pouvoir payer les salariés, etc. etc. Donc d'abord, les bonnes pratiques, et ensuite cette réponse sur comment je fais pour dépasser mes peurs, ou dépasser les peurs du comité de direction de manière générale. Alors, les bonnes pratiques, on commence à en avoir documenté plein dans nos publis de recherche que j'invite n'importe qui à lire, donc des publis de notre sociologue de transition Stéphane Labranche, les publis de profil sur les modèles de gouvernance innovants avec des études de cas dedans, la publi Apparaître sur la métamorphose, et puis aussi sur notre chaîne YouTube avec une série d'interviews et de vidéos, et aussi à venir à nos petits déjeuners, rencontres à thème. Donc on fait des témoignages de dirigeants, par exemple sur la comptabilité en triple capital, on a fait témoigner Jérôme Decroix, directeur financier de Roule, Michel Meunier qui a mis en œuvre la compta universelle. Donc pourquoi ils ont voulu le faire et comment ils l'ont fait, avec quelles conséquences positives sur la boîte. Donc plus on aura de témoignages comme ça, plus ça donne des clés pratiques à ceux qui voudraient le faire. Donc on l'a fait sur la comptabilité, on a des cas sur l'éthique, on a des cas sur la gouvernance, qui selon moi sont 3 sujets majeurs. Et on a fait aussi toute une étude sur le juste usage de l'intelligence artificielle. Parce que les PME et les ETI, puisque c'est la cible dont on parle principalement là, aujourd'hui, rares sont ceux qui ont des moyens pour investir en propre comme des fous sur l'intelligence artificielle. Voire ils l'utilisent pas, voire ils le subissent, où ils en sont les dindons de la farce, donc il y a tous les cas. Pour aider donc les dirigeants de PME et d'ETI à se plonger dans ce monde plein d'IA, on a publié une première étude en juin dernier sur diriger avec l'intelligence du cœur à l'ère de l'intelligence artificielle. Comment on fait pour, là encore, peut-être faire quelques compromis, mais ne pas se mettre à faire n'importe quoi et mettre son entreprise en risque. Et deuxièmement, on est en train de faire une étude avec Futurible, avec des ateliers pour dirigeants, en février et en mars, pour les immerger concrètement dans un monde d'IA et faire un jeu de rôle, en gros, en situation. Donc, ça, je pense que c'est potentiellement, en plus, un des sujets les plus actuels, les plus brûlants et les moins mûrs, sur lequel nous, HLU, on espère contribuer, prendre des bonnes décisions par rapport aux enjeux de l'IA. Parce que bon, les enjeux planètes et sociaux sont débattus et testés depuis maintenant 30 ou 40 ans. Par contre, comme les usages massifs de l'IA sont récents, il y a une forme de sidération qui fait que le patron débordé, il n'a pas toujours le temps, d'abord, de tout regarder. Puis il va suivre la vague, c'est le FOMO, le Fear of Missing Out, et il va se laisser emporter vers là où il ne devrait probablement pas aller. Donc pour tous ceux que ça intéresse, je vous invite vraiment à regarder ce qu'on fait sur l'intelligence artificielle et sur le juste usage de l'intelligence artificielle avec des cas concrets.
Clairement, l'IA, ça aura des impacts très forts sur les entreprises. Sans aller dans les scénarios, parce que je ne vais pas t'emmener là, mais selon toi, ça va être quoi l'impact de l'IA sur le monde du travail et sur le leadership? Alors, c'est 2 questions dans la question, mais ce qu'on nous a déjà pu documenter sur les 2-3 années récentes, et donc de manière tendancielle, en tout cas pour les quelques qui viennent, c'est que l'IA a des impacts majeurs bien au-delà de ce qu'on lit dans la presse. C'est-à-dire que les impacts connus, ça va être les biais, les fake news, les trucs comme ça, qui ont bien sûr toute leur importance, mais au niveau de l'entreprise elle-même, l'IA, elle va avoir des impacts sur les capacités cognitives et la capacité de décider de manière autonome des salariés. Donc certains salariés vont se reposer sur les algorithmes et ne plus prendre le temps de réfléchir à est-ce que c'était une bonne idée ou pas. D'autres vont investir massivement dans des modèles d'IA prédictive qui n'ont pas de sens dans un monde qui change vite. Voilà, donc je le dis, et c'est démontré par un Allemand qui s'appelle Gigerenreither, l'IA prédictive, algorithmique, n'a pas de sens dans un monde où il y a beaucoup d'événements extrêmes. Donc des investissements sans ROI. Donc c'est du gâchis d'argent pour l'entreprise. Au plan RH, on voit tout et n'importe quoi, et notamment une IA de la surveillance des collaborateurs, ce qui n'est pas très souhaitable. Voilà, et donc ça, c'est pas un usage à favoriser. Et au plan des leaders eux-mêmes, un affaiblissement du rôle de directeur général, parce que le fonds d'investissement pourra dire j'ai vu que la performance moyenne dans mon marché c'est ça parce que j'ai un modèle d'IA hyper puissant et toi ton entreprise sous-performe, et donc une pression accrue du monde financier sur les entreprises. Une tentative de mettre de l'IA partout pour gagner en efficience sans pour autant préserver l'humain, que ce soit en interne ou en externe à l'entreprise. Donc des dégâts collatéraux extrêmement importants sur, par exemple, les clients ou les fournisseurs. Et puis, globalement, une privation du dirigeant de décider avec intuition et avec courage. Donc, là encore, je le redis, si on pense pouvoir confier à l'IA la prospective, on se trompe. Le dirigeant de demain, il aurait encore plus besoin d'être sachant en prospective stratégique dans un monde complexe. Et il a encore plus besoin d'humanité, puisque l'humanité est confrontée à des défis sans précédent, au point de vue des inégalités et de l'écrasement écologique. Bon. Tu parlais tout à l'heure, pardon, je t'ai coupé ou... Non, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est... pour l'instant, le monde économique a beaucoup documenté les cas d'usage positifs de l'IA, et il y en a, mais il y a beaucoup trop peu de recherches sur tous les cas d'usage négatifs existants et sur les risques. Et une source intéressante sur ça, c'est aussi la carto du MIT, qui s'appelle les méta-risques de l'IA, le risque repository qui est vraiment bien. C'est marrant que tu dis ça, parce que moi j'ai l'impression qu'on parle que des risques, l'humanité va disparaître à cause de l'IA, il n'y aura plus de travail, etc. Ce dans quoi je ne crois pas du tout. Je pense que l'IA, comme n'importe quelle révolution industrielle, elle est en train de modifier des métiers, mais pas de les remplacer en tant que tels. Je pense que ça, c'est un fantasme total. En fait, je pense qu'il ne faut pas confondre l'évolution du nombre et de la typologie des métiers avec l'impact de l'IA sur ce qui fait de nous des humains, ce qui est un deuxième sujet. Ce qui fait de nous des humains, si on se réfère à une philosophe, qui est Monique Canto-Sperber, qui était à Normal Sup pendant longtemps, elle nous dit notamment que ce qui fait de nous des humains, c'est la liberté, l'authenticité, la sensibilité et la responsabilité. Et que pour le coup, beaucoup d'IA partout risquent de te priver de tout ça. Donc la question, c'est pas te priver d'un emploi, nécessairement, mais c'est de te priver de pouvoir agir comme un humain et pas comme un autre algorithme. Voilà. Et ça, pour le coup, c'est extrêmement violent sur la nature des relations entre humains, qui sont d'ailleurs aujourd'hui parfois très prédatrices, mais ça ne va pas les arranger. Ça ne va pas les arranger du tout. Et c'est aussi très impactant sur, là encore, la marge de manœuvre qu'aura un dirigeant d'entreprise demain. Pour toi, c'est quoi les blocages les plus importants dans les entreprises? Il y a beaucoup de boîtes avec des directeurs de transformation ou alors des DRH qui s'occupent de la transformation. Et en fait, tu te rends compte que, en particulier, les DRH sont renvoyés à une position, pas subalterne, mais en tout cas, finalement, à faire des fiches de paye et recrutement ou virer des gens, le cas échéant. Les directeurs de la transformation, eux, ils ont un mandat clair, souvent avec des profils, des gros profils, mais on leur donne pas du tout les clés en main pour faire quoi que ce soit. Donc, en fait, ils sont perdus, ils finissent par démissionner. Donc, la question, c'est comment on les aide et comment on résout ces blocages?
Alors, j'ai envie de répondre un peu avec une blague qui est de dire, avant toute chose, il faudrait que les directeurs de ces entreprises, DG ou membres de CODI, soient venus chez HLU. Bien vu. Parce qu'au fond, je reviens à ça, si il n'y a pas une petite étoile qui brille à l'intérieur de ces dirigeants, la transformation, en tout cas dans une direction humaniste de ces entreprises, ne se fera pas. Donc le prérequis absolu, c'est cette petite étoile qui brille un peu. Et après, il y a potentiellement moyen de l'outiller. Et donc, on revient à la psychologie du dirigeant et au modèle de gouvernance de la plupart des très grandes entreprises, tout en disant qu'en même temps, il y a énormément d'ETI et de PME en France qui ont des gouvernances indépendantes, ou en tout cas suffisamment indépendantes, pour pouvoir être maîtres de leur transformation. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner ces entreprises-là qui ont une indépendance financière, une indépendance d'esprit, et qui ont des belles valeurs, ou en tout cas dont les top dirigeants ont des belles valeurs, avec une dimension de souci de la relation au monde et à l'autre, une dimension altruiste suffisante. En gros, accompagner des entreprises prédatrices qui sont uniquement orientées vers ce qu'on appelle la privatisation des profits, ça ne mène à rien. Et d'ailleurs, c'est une observation d'un Allemand qui s'appelle Armin Steuernagel, qui a fondé Purpose Foundation, qui est génial. Il a fait une vidéo excellente qui s'appelle How to Unfuck Capitalism. Lui part du principe que tant qu'on est dans de la gouvernance actionnariale classique avec une privatisation des profits, on n'y arrive pas. Donc les Allemands sont très en avance sur ça, sur ce qu'on appelle le steward ownership. Redonner un pouvoir et un équilibre de la gouvernance différent, avec un équilibre entre l'actionnariat financier, l'actionnariat salarié et des fondations actionnaires à droit de veto. Bref, donc ça peut passer par ça. Donc je dirais au directeur de la Transfo, fais le diagnostic de qui est le DG et qui est dans la gouvernance, dans le pouvoir souverain. Il y a une marge de manœuvre ou pas. S'il y a ou pas, mieux vaut voter avec ses pieds rapidement, pour pas s'épuiser. S'il y a une opportunité de le faire, il faut pour le coup aller chercher toutes les clés de psychologie et de sociologie pour pouvoir agir. Tu parlais de gouvernance. Est-ce que tu as vu des modèles particulièrement intéressants et effectifs qui fonctionnent? Alors, il y a un dicton qui dit « le statut ne fait pas la vertu ». C'est vrai. Et c'est très très vrai. C'est-à-dire la gouvernance, les modèles de gouvernance peuvent faciliter certaines évolutions ou les empêcher, mais ne suffisent pas. C'est les structures et les personnes qui comptent. Donc pour un dirigeant intéressé par ce type de changement, c'est vraiment bien ces deux sujets-là qu'il faut traiter en même temps. Et c'est l'étude qu'on avait faite avec Profil, qui s'appelle Le pouvoir du cœur, qui est comment un dirigeant peut-il choisir de faire évoluer sa gouvernance au sens partage du pouvoir, partage de la rente du capital, partage des dividendes, de manière synchrone avec un agenda de transformation de la culture et de la boîte. Mais est-ce que c'est réaliste de se dire, enfin je me fais avocat du diable, mais d'une certaine manière, c'est super et tout, les valeurs et tout, mais concrètement, je suis une boîte, mon but c'est de faire des profits pour pouvoir donner à manger à tous les salariés et de les protéger de manière ou d'une autre si un jour il y a un coup dur. Voire, si je reprends Feynman, mon rôle c'est de, je sais pas comment dire, mais d'enflouer les caisses d'actionnaires autant que je peux. Et c'est le seul propos de l'entreprise. Donc, enfin, je me dis, ces imaginaires-là sont très forts, non? Ils sont très forts et ils ont un sens, enfin une légitimité énorme. Pourquoi? Parce que la définition légale de l'entreprise, elle date du Code civil. Article 1832 du Code civil, sur la définition d'une société de capitaux. Et ça n'a pas changé depuis, alors même que les défis du XXIe siècle ne sont pas les mêmes que ceux de l'époque. Donc la loi n'a pas changé. Donc ce que j'essaye de dire, c'est dire une entreprise juridiquement, une société de capitaux, elle est faite pour générer des profits qui vont être partagés entre les apporteurs de capitaux initiaux. Juridiquement, c'est ça, sauf dans le cas de l'entreprise à mission ou de l'entreprise sociale, par exemple, où on a justement fait évoluer les finalités de l'entreprise. Donc pour tous ceux qui ont une entreprise classique de capitaux, j'ai envie de dire, un des premiers enjeux, c'est eux, en raison de leurs valeurs personnelles, ont-ils envie de transformer leur boîte pour qu'elle devienne entreprise à mission ou entreprise contributive. C'est le chemin qu'a fait un Cyril Vu, un Michel Meunier et plein d'autres aujourd'hui. Et là encore, cette évolution de gouvernance, c'est nécessaire et pas suffisant. En fait, la loi est probablement très largement en retard par rapport aux besoins sociaux. Et en plus, la loi, c'est la loi du plus fort. N'est-ce pas? Mais surtout, la question que j'avais derrière, c'est... c'est des décisions, mais c'est aussi, enfin, ce que je vois beaucoup, moi, c'est comme il y a beaucoup de, comment on appelle ça,
de législation, une forme de, en particulier chez les PME, ETI auxquelles je faisais référence, en fait, on va faire de la compliance, c'est-à-dire qu'on va au moins répondre à ce qu'on nous demande, et par conséquent, je ne fais pas vraiment de transformation du cœur, ce à quoi tu faisais référence aussi, je fais plutôt de la compliance par rapport à ce qu'on me demande, parce que c'est... C'est déjà épuisant de faire de la compliance, ça, on est assez d'accord. Et puis ça prend des ressources folles. Exactement, et on n'a pas les budgets ou les moyens humains de tout faire en même temps, et on a déjà l'obligation et la nécessité de respecter la loi. Alors, quand la loi est bien faite et utile, ça va. Quand parfois la loi est un peu surchargée, peut-être que c'est trop. C'est pour ça que je reviens à l'exemple de Michel Meunier, qui est vraiment un ambassadeur dans son secteur. Il faut que je rencontre. Qui est très réglementé. En plus, le bâtiment, parce que justement, il y a des garanties décennales, il y a plein de choses, il y a la réglementation sur les matériaux, c'est extrêmement réglementé. Eh bien, malgré tout, il a fait des prototypes d'économie circulaire, il a mis en place de la compta universelle et avec des moyens d'une PME. Donc, c'est possible sans s'épuiser, mais il ne faut pas lancer l'usine à gaz. Donc, il faut choisir ses combats et je pense qu'on les choisit mieux quand on sait ce qui est important pour soi. Et on les choisit mieux en ayant rencontré des cas similaires. Parce qu'effectivement, sinon, on va toujours être dans « c'est pas possible, j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens ». Ce qui est pour partie vrai, mais on trouve toujours un 2% ou un 5% de temps quelque part. Est-ce que justement, tu as vu dans toute l'expérience un point de départ juste, enfin, je sais pas, parce que tu dis, en fonction de ce à quoi tu crois, tu vas prendre un point de départ différent, mais est-ce que toi, tu as vu des points de départ qui étaient quand même congruents pour un certain nombre de boîtes ? J'ai envie de dire, un constat, c'est que ce changement profond part rarement de l'extérieur, de la base ou de la strate actionnariale. Donc, le point commun, s'il y en a un, c'est ça, c'est très souvent la volonté d'une personne qui, bien sûr, va trouver des alliés et une tactique pour y aller, mais la volonté précisément du pilote du navire, le dirigeant lui-même. Et une volonté, un courage, une énergie interne forte. Donc, tu parlais tout à l'heure des profils de dirigeants qui sont dirigeants gestionnaires, en fait, très soucieux du bon fonctionnement de l'entreprise, de sa profitabilité, voire un peu de son développement. C'est ce qu'on appelle le leadership traditionnel, mais qui, en fait, n'est pas du tout un leadership génératif au sens transformatif. Et donc, Marie-Christine Villagordo a bien documenté dans ses travaux 4 différentes façons d'être leader, en fait. Traditionnel, évolutif, transformatif, génératif. Tout le monde n'est pas né pour être un leader génératif, je pense. Et tant mieux. Peut-être qu'il ne faut pas tout transformer non plus. Non. Voilà. Donc ça, c'est important de dire, il n'y a pas un modèle de dirigeant aspirationnel, ils sont tous comme ça, ou il faudrait tous être comme ça, et les autres, c'est pas bien. C'est pas du tout mon propos. D'accord. Je pense que dans certains secteurs et dans certains métiers, on a besoin de stabilité. On a besoin de produire des biens et services de base pour tous. Il y a quand même des choses dont on a besoin, un toit, des vêtements, de l'énergie. Et on ne peut pas tout chambouler, on ne peut pas être révolutionnaire en permanence. Et en plus, il y a un risque aussi du révolutionnaire quand il ne maîtrise pas son énergie à faire beaucoup de dégâts. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas le rôle du... Alors, je connais... Directeur des opérations, pardon, excuse-moi, j'étais dans le COO et du coup, je t'en ai tu as parfaitement raison, mais on va dire, est-ce que toutes les entreprises ont toutes besoin de se transformer ? Alors, on pourrait dire dans un monde qui change, oui, puisque le monde nous impose de changer, voilà. Par contre, c'est pas forcément une révolution en profondeur de son produit, de son business model, etc. Ça va être une adaptation. Donc, pour s'adapter au monde qui change, bien entendu, c'est le rôle d'un dirigeant d'être suffisamment visionnaire et suffisamment quand même courageux pour lancer ces changements. On en revient parce que j'ai quand même, tout à l'heure j'évoquais le mot de faillite morale, rencontré un peu trop de dirigeants qui n'ont pas mobilisé leur éthique personnelle au service de ces transformations. Et ça, je m'en désole. C'est-à-dire, je trouve que, sachant qu'il y a aujourd'hui assez peu de contre-pouvoirs internes, sociétaux, réglementaires sur certains sujets, pas sur tous, c'est au dirigeant lui-même et au leader d'essayer d'être un bon ancêtre. Mais ils ne sont pas un peu inconscients ? Parce que je pense que si tu leur demandes, ils vont se dire qu'ils sont... Enfin, j'ai du mal à imaginer des dirigeants qui te disent « moi, je ne suis pas éthique » de manière consciente. Je pense, alors moi, mon constat, pour le coup, c'est plutôt l'inverse. C'est que je pense que la plupart des gens sont lucides et informés sur les gros enjeux, les risques, les conséquences humaines et environnementales de nos modes de vie. Mais ils ne se sentent pas forcément la responsabilité
le courage personnel et l'énergie au moment donné pour agir. Je pense qu'on peut quand même tous dire qu'on est plutôt bien informés quand même sur ce qui se passe, parce qu'on a une infobésité permanente et quand même on le sait. Parfois, on est surpris de temps en temps quand même. On est surpris, mais moi j'ai passé 6 ans à informer sur les enjeux du changement climatique auprès du CAC 40. Ouais. Ça ne déclenche aucune action significative. Parce qu'il n'y a pas de lien entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. Ou très peu de lien entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. On sait que fumer tue, on fume. On sait que manger trop de sucre, c'est pas bon, on continue. On sait que prélever toutes les ressources de la planète, c'est peut-être pas une bonne idée, on continue. L'humain est fait de telle sorte que ses actes ne sont pas forcément liés à ce qu'il sait. Et c'est ça qui m'intéresse chez les dirigeants, c'est notre parcours s'appelle du cœur aux actes. Il ne s'appelle pas du cerveau aux actes. Ouais. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas informer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas partager des scénarios de prospective, des faits, des statistiques, mais c'est totalement insuffisant pour passer aux actes. Donc tous les dirigeants que je rencontre sont plutôt bien informés. Alors ils sont moins informés sur l'IA, c'était le sens de mon propos, qui est de dire les risques inhérents à l'IA ne sont pas bien connus, mais sur les enjeux sociétaux et écologiques, ils sont informés. Ils ne passent pas aux actes pour plein de raisons. Pas l'énergie, pas mon système de valeurs, pas le courage, la norme sociale qui fait que je me singulariserai trop, j'ai pas envie d'être polarisé ou d'être rejeté par le système. Plein de raisons d'ordre psychologique et social, en fait. Et c'est à celle-là qu'on espère s'attaquer. Comment tu les fais bouger ? Si je suis directeur de la transformation, par exemple, et je te dis mon DRH veut pas bouger, comment je fais ? Une des choses qui marche le mieux, c'est la parole de pair à pair. Si moi, Hélène, femme de 45 ans, je vais discuter avec des dirigeants, il n'y aura pas d'identification émotionnelle. Malheureusement, j'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas du tout. Donc, une des premières choses qu'on fait, c'est les faire rencontrer d'autres dirigeants qui ont déjà fait concrètement des choses dans leur boîte, pour qu'il y ait une connexion émotionnelle avec eux, et puis bien sûr un échange sur le fond, le pourquoi et le comment. Mais avant tout, une connexion émotionnelle et une identification. Et une envie, finalement, de créer une envie d'y ressembler. Ouais, c'est exactement ce que j'essaye de faire avec Ping, par ailleurs. Oui, mais... c'est un des leviers le plus puissants, c'est la parole de pair à pair. Parce que là encore, on a tous, y compris dirigeants, envie d'être inclus dans un groupe social. Donc si on n'a pas identifié le fait qu'il y a un groupe de gens qui nous ressemblent un peu, c'est un vaste désert un peu hostile. Donc certains grands pionniers tout fous vont y aller quand même, mais la majorité des dirigeants un peu plus raisonnables et avec un ego peut-être un petit peu plus faible vont pas y aller, seuls. Est-ce que tu penses que dans ce sens-là, la CEC fait un travail assez remarquable ou... Parce qu'en fait, ils font de la cohorte comme ça, de cette manière, non ? Alors, j'interviens souvent dans les parcours CEC, thématiques ou en région. L'effet de groupe est effectivement extrêmement puissant pour se donner de l'énergie, pour s'entraider, pour se donner des idées, pour collaborer même. Je pense que ce terrain d'expérimentation, il est passionnant et il nécessite d'être encore renforcé par un certain nombre de thématiques dont on a parlé, il n'y a pas de transition climat, par exemple, sans transition de la gouvernance de l'entreprise, sans transition du style de leadership, sans mise en place d'un processus éthique dans la boîte. Donc, tout ce kit, en fait, qui ne porte pas que sur l'offre, le produit, les process, la supply chain, a besoin d'être déployé de manière synchrone dans une entreprise. Enfin, en gros, si on fait un plan de transition qui porte que sur le produit, ça marche pas. Mais en fait, ce que tu dis, et c'est pour ça que du cœur aux actes, c'est fort, parce que moi, ce que j'ai tendance à penser, c'est que on est en train de... Alors, peut-être que le mot est fort, et on en a déjà parlé ensemble. Moi, je pense qu'on est en train de vivre un changement civilisationnel, c'est-à-dire qu'en fait, un changement de système de valeurs et de croyances, qui est un truc qui est très profond, très fort, etc. Et à partir du moment où tu bouges ce système de valeurs et de croyances, en fait, tout le reste bouge. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça te semble complètement anachronique, ridicule. C'est bien un des enjeux, mais ces évolutions culturelles, je reviens à ça, elles sont souvent lentes. Quand on prend le passage de l'animisme au polythéisme, au monothéisme, les Lumières, etc. Enfin, on voit qu'il a fallu des siècles. Donc en plus, tout ça se sédimente et s'empile. C'est plus un millefeuille qu'un changement. Il y a plein de gens aujourd'hui qui travaillent sur ce qu'on appelle la révolution des cœurs. Je pense à Jean-Pierre Goux qui a écrit ses ouvrages, Le siècle bleu, la révolution bleue, qui aspire à cette révolution des cœurs. Mais le mot est gros. En fait, le mot est énorme, de dire aux gens de se reconnecter au vivant,
à la beauté de la vie, au sacré, à l'humain, ça peut faire peur. Et moi, mon constat, c'est que dans les populations de dirigeants, qui pour beaucoup sont quand même très rationnelles, amener cette idée de révolution des cœurs au plan culturel, c'est pas simple. C'est pas le truc qui passe le mieux au début. Pour autant, nous, la façon dont on essaye de les amener sur ce terrain-là, c'est pas du tout les spiritualités, absolument pas. C'est la capacité à se reconnecter à leur vrai moi, à qui ils sont vraiment, à leurs valeurs propres, personnelles, familiales importantes, à quelles traces ils ont envie de laisser dans la vie, positive. Ça, déjà, c'est extrêmement puissant, en fait, de prendre ce temps de recul. Ça fait vraiment du bien. Donc, tu commences par l'introspection. Alors, l'introspection sur le terrain, c'est ce que je disais. Voilà, moi, on n'a aucun contenu de type méditation, tree hugging et autres. Non pas que ce soit inutile, mais c'est pas notre objet et notre mission. Nous, on fait exactement le contraire. On fait de l'extraversion, c'est-à-dire qu'on les emmène à la rencontre de pairs, d'autres dirigeants qui l'ont fait, pour qu'ils ressentent ce qui se passe. Donc, tu ne leur poses pas de manière concrète la question quel impact tu veux avoir dans la société, ou etc. Si, mais si c'est uniquement un processus intellectuel, ça ne sert à rien. Donc, il faut qu'ils le voient. Il faut qu'ils le ressentent. Il faut qu'ils ressentent qu'en visitant telle usine, ah là, il y a vraiment des bonnes conditions de travail, je vois que les gens sont heureux et bien, et j'ai envie de faire pareil. Il faut qu'ils ressentent que le fait d'avoir détruit le vivant et la planète, c'est quand même moche et qu'on pourrait faire différemment. Il faut qu'ils ressentent que tel dirigeant s'est battu comme un chien, a eu du courage et que ça a été dur et que ça va être dur aussi, etc. Donc là encore, ça ne passera que par une connexion de cœur à cœur et pas de cerveau à cerveau. Hyper intéressant. Merci beaucoup, Hélène. Merci, Grégory. C'est passionnant parce qu'en fait, je crois beaucoup, moi aussi, évidemment, à la puissance du cœur, mais c'est intéressant de t'entendre dire. Et moi, j'ai tendance à parler un peu d'introspection et j'apprécie vachement votre manière d'envisager les choses, quoi. Donc, trop bien. Merci beaucoup. Merci, Grégory. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour en écouter un nouveau, j'espère, avec une personne tout aussi inspirante que Hélène. À très bientôt.